Quatrième volet de cette séquence consacrée au futur, au pluriel d'ailleurs, de la profession vétérinaire. Bonjour Pascal Genet. Avec toi Pascal, nous allons parler des 3 intelligences. Qu'est-ce que cela signifie? Alors les 3 intelligences, et on aurait pu en trouver beaucoup plus d'ailleurs, sont l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, l'intelligence humaine qui nous concerne a priori tous, et l'intelligence animale qui concerne bien évidemment les vétérinaires. Alors on se retrouve finalement à parler ici devant un public virtuel qui est sur Facebook, et on s'y retrouve du fait d'une crise sanitaire, donc d'un événement dont on peut discuter s'il était prévisible ou pas, mais en tout cas qui nous permet de faire le point sur ce que nous apporte notre manière de vivre et ce que nous apportent les technologies. Donc, allons-y franchement avec l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle a prévu le problème? A priori, non. Est-ce qu'elle l'a résolu? Non, puisque sinon on aurait notre public. Est-ce qu'elle a contribué à faire quelque chose? Nous l'avons, mais il est absent pour nous, oui, voilà. Sur place. Est-ce qu'elle a contribué à travailler sur le problème? Oui, bien évidemment. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours avec des modèles prédictifs. Est-ce qu'elle est capable de nous dire ce qui va se passer? A priori, non, parce que quand j'écoute les différents spécialistes, en dehors même des plus connus ou des autoproclamés, il n'y a pas de consensus a priori sur ce qui va se passer dans les mois à venir. Certains disent ça va aller, d'autres disent... Alors c'est un peu paradoxal ce que tu nous expliques là, parce que d'un côté, on entend l'intelligence artificielle à travailler justement sur les perspectives, mais en fait, il n'y a pas de consensus, on n'est pas d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intelligence humaine qui est embarquée dans les modèles qui sont confiés à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence généraliste, générale, elle est restreinte. Ça veut dire que des êtres humains sont là pour l'entraîner, pour lui dire dans quel sens aller, pour aussi interpréter les résultats. Et ce sont ces choses-là qu'on retrouve potentiellement avec des biais humains, mais aussi des biais d'entraînement des intelligences artificielles dans les résultats qui peuvent être publiés. Bon, il y a d'autres domaines comme la modélisation moléculaire pour trouver des molécules antivirales qui sont très efficaces. Il y a la gestion de toutes les données qu'on a accumulées maintenant depuis 6 mois sur tous les cas de Covid qui produisent des données extrêmement intéressantes. Mais néanmoins, force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui tranche pour dire tel spécialiste a raison ou tel autre a raison. Donc c'est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine joue effectivement dans ces situations de crise un rôle particulièrement important, mais bien sûr en utilisant les technologies. On a vu par exemple le cas de la PHP avec l'utilisation des imprimantes 3D qui est absolument remarquable. Ils ont fabriqué des visières ou toutes sortes de pièces d'équipement. On l'a vu dans la fabrication rapide de respirateurs par exemple. Mais je voudrais rajouter quand même le rôle de la 3e intelligence, ou en tout cas des capacités animales, puisque les travaux de Dominique Grandjean ont montré qu'on pouvait aussi utiliser les capacités des animaux pour nous aider dans ce genre de crise, avec la détection du Covid à un moment où on est encore contraint par les capacités de test et aussi par la durée d'obtention des résultats. Voilà, donc on l'a dit, finalement l'intelligence artificielle ne remplace pas du tout l'intelligence humaine, c'est un peu un faux ami ce terme qui nous renvoie à notre propre mécanisme cognitif, et c'est finalement dommage d'avoir utilisé ce terme, parce que ça reste de la technologie, ça reste des calculs probabilistes qui se passent sur des puces de silicium, peut-être demain dans des ordinateurs quantiques, mais ça ne change pas grand-chose. Et donc, finalement, par rapport à cette intelligence, on en est très éloigné. Je dirais qu'à contrario, compte tenu des mécanismes neurobiologiques en jeu, on est beaucoup plus proche en tant qu'humain de l'intelligence animale. On en est plus proche tout simplement parce que l'intelligence, ce n'est pas juste du calcul, c'est aussi mélangé à des souvenirs, c'est mélangé à de l'émotion. Donc on met en œuvre des mécanismes, y compris des mécanismes biologiques, qui sont très impactants, qui existent à la fois chez l'être humain et chez l'animal. On est donc plus proche en termes d'intelligence, de mon point de vue, de l'animal que de l'intelligence artificielle. Comment tu positionnes le vétérinaire dans tout cet environnement? Alors, justement, le rôle du vétérinaire, il est d'exercer sa propre intelligence. Je crois que c'est ça le principal. La première chose à faire, c'est de savoir comment utiliser les outils. Et l'intelligence artificielle est un outil évolué, mais pas très différent des autres outils qui ont été mis à la disposition de la profession au cours du temps, à commencer par la radiologie,
puis l'échographie, puis des IRM, etc., pour ne prendre qu'un exemple qui est celui du diagnostic et de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, on sait très bien que ces intelligences artificielles sont ou vont être meilleures en termes de détection que l'être humain. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de fatigue, elles n'ont pas de biais, et elles sont capables d'embrasser la totalité d'une image, alors que notre œil, combiné à notre cerveau, se focalise directement sur ce qu'on est en train de rechercher, par exemple. Donc, comprendre et utiliser ces intelligences, c'est ce que j'ai appelé une méta-intelligence, donc être intelligent sur les intelligences artificielles. Et concrètement, comment ça peut se manifester dans le quotidien de la pratique des vétérinaires? Alors, on a déjà pas mal de choses dans le monde vétérinaire, et il est coutumier de dire que souvent les vétérinaires ont les innovations de la médecine avec du retard. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas pour l'intelligence artificielle, pour différentes raisons. D'abord parce que des gens s'y sont intéressés, y compris des vétérinaires, et notamment en France. Et puis parce qu'il y a peut-être moins de contraintes législatives ou d'incertitudes, de flou juridique que dans la médecine humaine. Donc du coup, c'est peut-être un peu plus facile. Alors les cas d'usage principaux, c'est l'aide au diagnostic, j'en ai parlé un peu. C'est aussi l'aide au choix thérapeutique. Ça peut être tout ce qui est l'interaction, donc l'interaction aujourd'hui principalement avec les propriétaires à travers des chatbots, mais aussi l'interaction avec l'animal. Et ça, j'y crois beaucoup parce que finalement, l'intelligence animale, elle est peu connue. On l'a un peu trop évaluée, voire jugée par rapport à notre propre intelligence, qui ne dépend que de notre contexte cognitif à nous et de notre mode de vie à nous. Mais quand on s'intéresse, comme le font des gens comme Frans de Waal, à l'animal dans son environnement et à l'intelligence dont il a besoin, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'intelligence dans le monde animal. Et pour moi, c'est un champ d'exploration au moins aussi intéressant que l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle peut contribuer à comprendre l'animal en détectant des signaux faibles, en analysant des millions de cas et finalement en traduisant, comme le ferait une sorte de Champollion moderne, ce que l'animal exprime. On l'a fait d'ailleurs aussi avec des bébés. On a des intelligences artificielles qui ont travaillé pour comprendre les sons émis par les bébés qui ne sont pas toujours évidents à comprendre. Quel est le timing réaliste en fait de l'évolution de ces intelligences et notamment l'intelligence artificielle dans l'environnement vétérinaire? Je pense qu'elle a déjà commencé et il faut probablement le voir comme une évolution continue et non comme une révolution. Pourquoi? Parce que les implémentations vont se faire au fur et à mesure. Et puis les intelligences artificielles sont des systèmes qui progressent. Finalement, on a déjà le cas avec toutes les applications qu'on utilise sur nos ordinateurs et nos smartphones. Ce qu'elles étaient il y a 10 ans ou il y a 5 ans est très différent de ce qu'elles sont maintenant. L'intelligence artificielle, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, elles vont progresser, elles vont apprendre, elles vont apporter des services de plus en plus intéressants et importants, tout en ayant beaucoup plus de données à utiliser, parce que l'intelligence artificielle est très liée à la donnée, et donc plus il y a de données, plus l'intelligence artificielle est capable de produire des résultats. Les données, on les collecte depuis un certain temps, on s'organise pour en faire quelque chose, mais plus on a d'historique, et notamment dans le cas de la médecine, ce qu'on appelle des données longitudinales, plus on peut en tirer des enseignements intéressants. Puisque VetFutur, c'est se pencher sur le futur des vétérinaires, comment accompagner finalement les vétérinaires dans ce que tu qualifies non pas de révolution, mais d'évolution? Ce n'est pas forcément naturel. Eh bien déjà, les rassurer sur le fait que, premièrement, ces outils ne vont pas les remplacer. Ces outils vont remplacer des tâches bien spécialisées, parce que finalement, c'est une intelligence qui remplace une petite partie très limitée de notre intelligence, mais qui fait les choses vraiment beaucoup mieux. Soit en matière de rapidité, soit en matière d'efficacité ou d'efficience, soit en matière de capacité à embrasser l'ensemble des données disponibles. Aujourd'hui, l'ensemble des publications scientifiques dans le monde est telle que plus personne n'est capable de les appréhender, même dans un domaine spécifique. Les données produites sur des données d'environnement, par exemple dans un élevage, si on capte énormément de choses sur le mouvement des animaux, les températures, etc., sont telles que même si on met ça dans un tableur bien fait, un être humain ne peut plus s'y retrouver. Il a absolument besoin d'outils pour en tirer la substantifique moelle. Donc, on va avoir des outils qui vont remplacer certaines des tâches et qui vont les faire mieux que nous, mais finalement c'est déjà le cas quand on fait une radio, on évite d'ouvrir le patient, donc rien n'est différent, c'est juste la continuité de ce qui s'est passé dans le monde médical et vétérinaire depuis longtemps, mais en même temps ça va nous accroître notre niveau et donc nous permettre de faire des choses plus complexes, donc du fait que ces choses seront plus complexes, l'intelligence
du vétérinaire sera encore plus sollicité. Et potentiellement, ça va nous libérer du temps, qui va permettre enfin peut-être de s'adresser à des choses telles que justement la communication animale, tout ce qui relève, pour prendre un modèle un peu galvaudé, du cerveau droit plutôt que du cerveau gauche, à prendre du temps à parler non seulement aux animaux mais aussi aux propriétaires, chose qu'on n'a pas toujours le temps de faire dans la vie courante aujourd'hui. En guise de conclusion, comment tu perçois l'avenir des vétérinaires ? Moi, j'en ai une image sur les sujets, bien sûr, qui sont les tiens. Très favorable. Loïc en a parlé juste avant et je le rejoins sur pas mal de choses. Il ne faut pas être timide et il faut prendre les choses en main. Pour moi, le vétérinaire est un multidisciplinaire, donc il aura toujours plein de choses à faire. Il est aussi le garant, finalement, de l'intelligence animale. Je veux dire par là qu'il est le garant du fait qu'on entende cette intelligence et qu'on la prenne en compte, ce qui suppose beaucoup de choses. Et tu as parlé tout à l'heure de la loi qui vient d'arriver. Forcément, à partir du moment où on sait des choses sur l'intelligence animale et on commence à mieux la comprendre, on devient responsable de ce que l'on sait. Ça veut dire qu'on va changer notre rapport à l'animal, non seulement l'animal de compagnie, mais aussi l'animal d'élevage ou bien évidemment les animaux de cirque, mais ça on n'a pas eu besoin de ces technologies pour le savoir. Donc être le garant de l'intelligence animale, ça veut dire finalement aussi contribuer à la construction ou à la reconstruction du monde dans lequel nous sommes, en prenant en compte non seulement les besoins des êtres humains, mais les besoins des animaux, les besoins de tous les êtres sensibles, les besoins de la diversité, la préservation de la planète. Et c'est un rôle important, de mon point de vue, pour le vétérinaire. Pascal, nous avons une question qui nous est arrivée de quelqu'un qui nous regarde justement sur ce Facebook Live. Comment garantir la validité et l'éthique des algorithmes de grands groupes vétérinaires privés? C'est une question de Will. Alors, cher Will, je vais peut-être vous surprendre, mais pour répondre brièvement, je pense qu'on ne peut pas garantir la validité des résultats des algorithmes. Tout simplement parce qu'il ne faut pas croire que ces algorithmes et l'intelligence artificielle sont des sciences exactes et détiennent la vérité. Elles comportent des biais qui peuvent être liés soit aux personnes qui les ont entraînées, soit pour des raisons techniques. Il appartient donc à ceux qui vont les utiliser, en l'occurrence pour ceux dont on parle, les vétérinaires, de se faire leur propre opinion, d'exercer leur intelligence, de tester et ensuite de décider éthiquement s'ils vont les utiliser ou pas. Quant à l'éthique, en général, c'est une question bien plus vaste que la seule utilisation des algorithmes. Une partie des réponses peut être apportée par la loi, mais probablement pas toutes. Donc ça veut dire que les organisations professionnelles doivent peut-être aussi s'intéresser à ça, peut-être proposer des systèmes de certification, de validation, d'évaluation, et puis finalement se dire que l'éthique, c'est avant tout une question de personne et de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'intelligence humaine. Une intelligence sans éthique, on peut se poser la question de l'intérêt. On sait que ça existe, mais remettre de l'éthique dans l'exercice de notre intelligence est pour moi quelque chose de fondamental au niveau individuel. Et de ce point de vue-là, pour prendre la fin de la question, que les algorithmes soient produits par des grands groupes privés, évidemment, qui ont une volonté d'en tirer de l'argent, ou par d'autres personnes, ne change pas fondamentalement le débat. L'éthique, c'est vraiment une question avant tout de comportement individuel. Merci Pascal pour cette réponse à Will.